Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes de retour pour cette dernière partie de Toujours debout. C'est l'heure de notre nouvelle rubrique hebdomadaire. Ne nous engueulons pas. Alors, ne nous engueulons pas, c'est une confrontation d'idées entre notre historien maison, Julien Terry, et un interlocuteur avec lequel il n'est, disons, structurellement pas d'accord, même si des convergences sur certains sujets ne sont pas interdites. Il retrouvera aujourd'hui son binôme d'autrefois, Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la liberté. Nous ferons un bilan de la marche contre l'antisémitisme de dimanche dernier. Est-elle une réussite ou au contraire un échec ? Est-ce que la gauche a bien fait s'y rendre? L'absence de la France insoumise à cette marche risque-t-elle de creuser le fossé au sein des gauches et faire éclater la NUPES? C'est parti pour le 3e numéro de Nous engueulons pas. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors la présence de l'extrême droite à la marche contre l'antisémitisme qui a lieu dimanche 12 novembre continue de déchirer la classe politique et les militants. Et pour cause, le RN-FN est un parti qui trouve ses origines dans l'histoire de la collaboration avec le nazisme, comme l'a rappelé la France insoumise, qui a fait savoir qu'elle ne participerait pas à cette marche. Emmanuel Macron était également absent pour les mêmes raisons. Le PS, PCF et les écologistes étaient en revanche présents. Ils ont marché derrière une banderole commune illustrant le cordon républicain en protestation contre la présence de l'extrême droite et sous les huées de quelques manifestants, tandis que Marine Le Pen était applaudie et acclamée par la foule. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on s'arrête sur ces images qui font froid dans le dos. Est-ce qu'on peut dire que l'on a assisté dimanche dernier au baptême républicain du Rassemblement national? Julien Misi, peut-être. Oui, je pense que c'était en réalité l'un des sens profonds de la manifestation. C'était dans une large mesure une manifestation de blanchiment du RN dans le cadre d'une évolution politique plus générale. On a vu Édouard Philippe, par exemple, à la télévision, qui a dit qu'il n'était pas de ceux qui déploraient la présence du RN à la manifestation. Et pour cause, quand on reprend ces thèmes, quand on gouverne comme lui, quand on s'apprête sans doute peut-être à gouverner avec lui, c'est pas très étonnant. Il faut ajouter aussi que d'après Libération, et plusieurs autres médias, c'est un service d'ordre, si l'on peut dire, ou plutôt de désordre de la LDJ, de la Ligue de défense juive, donc en fait une sorte de milice de nervis, qui a défendu, qui a protégé le cortège à l'endroit où se trouvait Marine Le Pen et ses amis du RN, ce qui est quand même absolument un comble, mais ce qui a aussi évidemment un sens tout à fait profond. Cette manifestation, dès le départ, elle a été organisée autour d'un appel de la présidente de l'Assemblée nationale et de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sont deux personnages éminents dans l'État. Si on lit attentivement le texte, ce que je crois un éditorial de Politis a appelé à faire de manière, à mon avis, salutaire, on se rend compte déjà du tour de passe-passe. Ce que le texte désigne comme l'ennemi, c'est l'islamisme. Il le dit. Et ce qu'il brandit comme emblème, c'est la laïcité. Quel rapport avec l'antisémitisme? Il est évident que cette manifestation, sur le fond, c'était pas tant une manifestation contre l'antisémitisme qu'une manifestation qui prend prétexte de la situation en Palestine pour désigner implicitement, puisque contre qui on manifestait précisément? C'est qui les antisémites? Implicitement, il s'agit de désigner sotto voce les musulmans, une partie de la gauche, la France insoumise bien souvent de manière explicite, on l'a entendu, comme antisémite. Et donc, en fait, de ressouder, en quelque sorte, de recréer, comme on était parti de là, une sorte d'arc républicain qui est appelé de leur vœu par de très nombreux acteurs politiques, gouvernementaux en particulier depuis longtemps, qui va du RN jusqu'à une partie de la NUP, celle qui voudra bien se prêter à ce petit jeu, et on a vu que certains représentants de la NUP étaient là, en désignant comme l'ennemi diabolisé. C'est à ça que sert l'accusation d'antisémitisme, ce petit jeu avec les juifs. Je suis désolé, mais c'est tragiquement ce qui se passe. Encore une fois, on joue avec les juifs, on joue avec l'antisémitisme, on s'amuse avec ces accusations que l'on manipule à tort et à travers à la légère, à des fins politiques peu reluisantes.
en l'occurrence, donc, la respectabilisation de ces gens-là, de ce parti qui, évidemment, à ses origines, a été fondé, on le sait très bien, par des gens qui étaient soit des pétainistes, soit même des nazis, qui a conservé sa culture antisémite, on le sait très bien aussi, et Marine Le Pen elle-même, même si elle n'est pas outrancièrement antisémite comme l'était son père, qui, comme ça, manifestait des éléments identitaires et ne visait pas la respectabilisation comme elle, a frayé... On sait très bien, elle allait encore il n'y a pas si longtemps à des soirées de fraternité autrichienne ouvertement antisémites. Voilà. Et on sait très bien que dans son entourage, il y a plein d'antisémites obsessionnels. Voilà. C'est déplorable. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez-vous ça, Mathieu, mais je doute que vous ne voyez pas un problème quand même dans cet incroyable attelage. Oui, alors, donc moi, je pense qu'on ne peut pas dire que toutes les personnes qui étaient présentes à cette marche sont des personnes qui pensent, comme vous avez dit, que le problème, c'est les musulmans et que le Rassemblement national est un parti républicain. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont participé à cette marche, qui étaient dégoûtées, écœurées de marcher à côté de l'extrême droite et qui sont également dégoûtées de voir la manière dont on instrumentalise la cause de l'antisémitisme contre les musulmans. Donc, moi, je n'essentialiserai pas cette manifestation comme vous le faites. Vous n'essentialisez pas, mais voilà, je ne donnerai pas de manière générale à cette manifestation un sens négatif, entièrement négatif. Quand Olivier Faure ou, je ne sais pas moi, Marine Tondelier, pour prendre deux piliers de la NUPES, participent à cette manifestation, ce n'est pas contre les musulmans, ce n'est pas pour l'extrême droite. Donc ça, c'est une première chose à dire, parce que globalement, je trouve quand même que cette manifestation, il y a eu des dérapages, il y a eu la LDJ, il y a eu des propos de contre Jean-Luc Mélenchon tout à fait... Des menaces de mort tout à fait condamnables et honteuses. Et la présence de l'extrême droite, j'y reviendrai évidemment, qui est une honte et un déshonneur national. Mais enfin, je trouve que ça a été globalement plutôt digne et que, de manière générale, il faut se réjouir qu'il y ait eu au moins... une marche contre l'antisémitisme qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire, selon certains chiffres, près de 100 000. Donc pour moi, ça n'est pas quelque chose de négatif en soi. Ce qui est négatif, évidemment, c'est d'abord qu'il n'y ait pas pu avoir d'unité nationale autour de cette cause, comme en 1990, après la profanation des cimetières de Carpentras, où il y a eu vraiment une unité nationale autour de cette cause. Profanation qui a été l'œuvre de militants du Front National. On s'est rendu compte après. Mais... Le RN, à l'époque, le FN avait dit c'est pas nous. En fait, l'enquête a prouvé que c'était les militants du Front National qui avaient profané des tombes juives. Et sachant que, d'ailleurs, l'extrême droite avait été virée des cortèges. Donc il y avait à ce moment-là une boussole républicaine qui fonctionnait encore. Le président de la République s'était déplacé. Moi, je regrette que finalement Emmanuel Macron... Je n'ai pas compris le raisonnement d'Emmanuel Macron en disant je recherche l'unité, comme si faire une marche... mais ça prouve aussi que finalement cette unité-là, elle a été ratée, que ça n'a pas fonctionné. Et voilà. Et pour finir, évidemment, le grand déshonneur, c'est la présence de l'extrême droite. Et là-dessus, on est d'accord. Alors, je suis d'accord avec vous aussi que voir des Éric Ciotti ou des personnes, on va dire, de la droite, en tout cas des gens qui finalement tiennent des positions qui sont très proches de l'extrême droite, on le regrette, et je le regrette, et qui utilisent évidemment la cause de l'antisémitisme à des fins politiciennes et contre les musulmans, etc. Voilà. Mais surtout, la présence de l'extrême droite, elle est dramatique, parce que comme vous avez dit, Nadia, et je suis complètement d'accord avec vous, là, je pense qu'il y a un tournant. Il est désormais à peu près acquis que dans notre pays, le Rassemblement national n'est plus un parti considéré comme non républicain. Je parle de manière générale, dans la perception générale des choses. Que Marine Le Pen a été acclamée, moi ça m'a fait beaucoup de mal de voir ça, qu'il y a eu heureusement et je finis là-dessus, un mouvement qui s'est créé, le mouvement Golem, oui, le collectif Golem de juifs de gauche, notamment l'idée par Ari Halimi, voilà, qui a fait un travail pour essayer de dire non, les fachos, l'extrême droite n'ont pas leur place. Alors il y a eu une action policière qui a été visiblement un peu démesurée contre ce collectif, mais toujours est-il que c'était bien pour le symbole de voir ça. Et donc, c'est peut-être une des choses dont on peut se réjouir, c'est ce collectif qui vient quand même rappeler qu'il y a des juifs en France, des personnes d'origine juive en France qui sont absolument écœurées par la manière dont l'extrême droite, comme vous avez dit, fait une opération de blanchiment autour de l'antisémitisme, se sert de la communauté juive et évidemment pour diriger la colère du peuple et puis de la nation contre les musulmans, ce qui est évidemment une honte. Voilà. Est-ce que vous avez vu passer l'article de Der Spiegel, le journal de référence allemand, qui a titré au lendemain de la marche « Le jour où Marine Le Pen est devenue éligible pour les Juifs », le blanc-seing de la communauté juive de France, est-ce qu'il manquait au RN pour entrer dans l'arc républicain ?
Là-dessus, bon, il y a eu des étapes qui ont été progressivement franchies, on le sait bien. Ça fait longtemps maintenant que Roger Kuckerman, au cours d'un épisode absolument déplorable, qui présidait le CRIF, le Conseil prétendument représentatif des institutions juives de France, s'était félicité du vote Le Pen, c'est il y a longtemps déjà, c'était Le Pen père, je crois, encore, en disant ça va obliger les Arabes à se tenir à carreau. Tout ça, ce sont des petits jeux, c'est ce qu'il a dit à l'époque, ça a été désapprouvé de part et d'autre. C'est pas du tout la position. Ça l'est plus à l'époque. J'ai bien peur que ça le l'ait CRIF été. a appelé à ce que l'extrême droite ne soit pas présente à cette manifestation. Il faut quand même le rappeler. Ouais. Et c'était une intervention qui était quand même salutaire. Oui, malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits et on ne peut pas dire que le CRIF échappe à de nombreuses ambiguïtés à ce sujet. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et bon, je veux dire, le fait que la gauche française, la gauche qui se pense comme de gouvernement, et donc là je pense au PS, je pense à Europe Écologie Les Verts, je pense au PCF, et jouer ce jeu en essayant de trouver des parades, en créant un cordon sanitaire qui apparemment a été assez piteux, je trouve ça absolument déplorable. Parce que quel est le contexte général? Quel est le sens de cette manifestation en réalité, que tout le monde connaît? Quelle est sa cause? C'est en fait les discussions qui sont plus que jamais, disons, d'actualité sur la légitimité des actions de l'État d'Israël, sur la légitimité de la colonisation en particulier à laquelle il se livre, et sur la légitimité du blocus de Gaza, qui consiste donc à maintenir dans une mince bande de terre qui est sous blocus, dans une situation absolument atroce, une population entière. Donc la lutte contre l'antisémitisme est un prétexte, c'est ce que vous dites. Alors, ce que je dis, c'est que ce qui a suscité cette manifestation, c'est évidemment ce qui se passe en Palestine. On est tous d'accord. Ce qu'il y a derrière cette manifestation, c'est l'idée qu'en fait, si on ne soutient pas Israël et sa politique, qui sont indéfendables aujourd'hui. En tout cas, c'est mon point de vue, et je pense que ça ne peut pas ne pas être le point de vue un point de vue de gauche. C'est aussi le point de vue de l'ONU. L'idée, c'est que si on ne défend pas cette politique, on est nécessairement suspect d'antisémitisme. C'est le principe qui permet d'accuser LFI en particulier d'antisémitisme et de jouer ce petit jeu. Or, c'est là, je voudrais qu'on mette un petit peu d'épaisseur historique là-dedans. Cette gauche de gouvernement qui s'est prêtée à ce jeu implicite, mais très évident, elle a un passé colonialiste très lourd, qu'elle oublie elle-même, qu'elle ne connaît pas. L'Algérie française, la guerre pour l'Algérie française, le refus d'écouter les aspirations algériennes à l'indépendance, ça n'est pas des gouvernements de droite qui en sont responsables. C'est la gauche qui est au pouvoir à cette époque. Quand l'armée française, quand Jean-Marie Le Pen lui-même se livre à des actes criminels de manière systématique à Alger pendant la bataille d'Alger en 1957, par exemple, Massu, Ossarès, etc., qui leur donne des ordres? Un gouvernement, alors certes, les généraux, Massu, mais en fait un gouvernement qui leur demande d'agir, qui est un gouvernement de gauche, le gouvernement Mollet. Et ainsi de suite. Il y a cette tradition colonialiste du Parti socialiste français en particulier, en tout cas de la tradition socialiste française, et il y a ce rapport au sionisme et à Israël qui n'est pas interrogé et qui relève de la même chose, sachant qu'il y a un lien en plus avec le passé algérien, puisque ne l'oublions pas, il y a une sensibilité juive particulière, à la fois d'une part à la perte de l'Algérie, puisqu'on avait déjà joué ce petit jeu dans les années 1870 en accordant la citoyenneté avec le décret Crémieux seulement aux juifs d'Algérie, mais pas aux indigènes. Pas aux indigènes musulmans. Les indigènes juifs sont devenus français avec plein bénéfice de la citoyenneté en 1870, alors que les musulmans ne se sont pas vus autoriser la même chose, de manière à diviser, à jouer encore une fois d'une certaine façon avec les juifs. Et au moment de l'indépendance, évidemment, la conséquence de tout ça, ça a été que les juifs ont été obligés de partir, qu'il y a eu même de terribles massacres. Avec donc aujourd'hui, on le voit bien, c'est comme ça que quelqu'un comme, je pense, dans le Var, le gars, Estrosi, termine un meeting, encore il y a peu de temps, il y a quelques années, en disant « Vive l'Algérie française !» Parce qu'il sait qu'il y a des communautés pieds noirs, souvent des communautés juives, qui sont à fleur de peau là-dessus, et qui reportent sur la question de la Palestine aussi, toute cette rancœur. On nous a pris nos terres, on a été obligés de partir, mais la Palestine, ils ne l'auront pas. C'est totalement malsain, et je pense que la gauche française, la prétendue gauche de gouvernement, doit revoir complètement son passé et faire une auto-analyse sur ces questions, ce qui doit aussi la porter à remettre en cause son soutien de facto inconditionnel à la politique indéfendable de l'État d'Israël.
Mathieu Slama, peut-être que, j'imagine que vous voulez réagir à ce que... Pour réagir, je trouve que c'est assez intéressant parce que ce débat illustre assez bien la manière dont la gauche a, pour moi, un problème avec l'antisémitisme. Vous voyez, tout de suite, on parle d'Israël et de la situation israélo-palestinienne et des drames qui se jouent à Gaza et en Cisjordanie, où là-dessus, on sera totalement d'accord. Mais encore une fois, et je l'avais dit dans une émission précédente, on doit être en capacité de parler de l'antisémitisme en tant que tel. Et la gauche n'arrive pas, une partie de la gauche n'arrive pas à parler de l'antisémitisme en tant que tel. Qu'il y ait des instrumentalisations politiques autour de cette marche sur l'antisémitisme de manière générale, c'est une évidence. Mais la gauche, néanmoins, malgré cette instrumentalisation politique, doit être en mesure de pouvoir parler de l'antisémitisme en tant que tel, sans dire... il y a de l'antisémitisme parce qu'il y a la situation au Proche-Orient. Il y a de l'antisémitisme parce que... Cette marche s'inscrit dans ce contexte, Mathieu Slama. Oui, mais une lutte contre l'antisémitisme, c'est une lutte contre l'antisémitisme, point. Et il faut aussi penser aux Juifs de France qui, à chaque fois qu'on parle de l'antisémitisme, se voient confisquer ce débat parce qu'il y a la situation au Proche-Orient, parce qu'il y a la manière dont c'est instrumentalisé contre les musulmans, parce que ceci, cela, etc. Il y avait des drapeaux israéliens. Et pas beaucoup. Quand même. On avait eu un débat ici même où une personne m'avait dit « Vous verrez, il y aura des drapeaux israéliens partout ». Ce n'est pas vrai. Il y avait quelques drapeaux israéliens, mais finalement très peu. Dans le cortège du RN, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est assez révélateur. Donc, ce que je veux dire, c'est faisons attention à ne pas être caricatural. Et également, moi, je trouve très dangereux ce que vous dites quand vous dites, finalement, vous parlez du décret Crémieux, etc. Vous donnez le sentiment, finalement, l'État français a toujours favorisé les Juifs dans une sorte de... je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais ça peut donner le sentiment que c'est le discours derrière qui peut être compris. C'est que finalement, les Juifs en France ont été favorisés contre d'autres communautés pour faire du mal à telle ou telle autre partie de la société française. Moi, je trouve que c'est un discours très dangereux parce que déjà, ça met la faute sur les Juifs, que ça sous-entend que finalement, en France, les Juifs ont été privilégiés, ce qui n'est pas du tout le cas, et ça sous-entend aussi que finalement, l'antisémitisme serait un faux problème, ou en tout cas un problème qui a toujours été instrumentalisé, manipulé, et qu'au fond, finalement, il n'y aurait pas de si gros problèmes que ça, s'agissant de l'antisémitisme et des Juifs en France, etc. Et je ne dis pas que c'est ce que vous dites. Non, je crois que c'est pas ce qu'il dit c'est pour ça, du tout. je dis que c'est ce qui peut être compris derrière ce discours qui considérait que l'État a favorisé en quelque sorte la communauté juive. Voilà, donc c'est contre l'État, c'est une critique contre l'État, pas contre les Juifs. Oui, mais encore une fois, je pense vraiment que la gauche a un problème avec l'antisémitisme. N'oublions pas quand même une chose, je finis sur un point, parce que vous avez raison de dire que la gauche a un problème avec son passé colonial, et c'est totalement juste, tous les historiens le disent. Mais la gauche a aussi un problème avec l'antisémitisme. Les écrits de Marx sur la question juive, il y a des passages antisémites. Alors Marx était juif, mais il y a des passages antisémites. Proudhon était un antisémite radical. Jaurès, dans les écrits de jeunesse notamment, il y a des passages antisémites. Alain Soral, qui est la personne la plus antisémite de France, un néo-nazi revendiqué, vient de la gauche. Et ça n'est pas, n'est pas anodin. Il a quitté. Bien sûr qu'il l'a quitté. Bien sûr qu'il a quitté, mais il vient de la gauche, il vient du Parti communiste. Et déjà, il tenait des propos, à ce moment-là, totalement antisémites. Donc, il y a une tradition antisémite à gauche. Elle est évidemment beaucoup moins forte que la tradition antisémite de l'extrême droite, mais il faut aussi regarder cette tradition en face. C'est très important, aussi pour la gauche, de faire un peu son examen de conscience sur cette question-là, et parce que si aujourd'hui, une partie de la gauche, et c'est mon dernier mot, n'est pas capable de parler de l'antisémitisme en tant que tel, sans faire le lien avec le Proche-Orient, sans faire le lien avec les autres racismes même. Moi, j'ai entendu des gens dire il faut une marche contre tous les racismes. Mais pourquoi ? Et pourquoi pas ? Non, à partir du moment où on fait une marche contre l'antisémitisme, qui est un fléau en tant que tel, faisons une marche contre l'antisémitisme. En revanche, là où je suis d'accord, il faut aussi faire une marche contre l'islamophobie, contre les autres racismes. Eh bien, on peut faire ça aussi. Vous êtes en train de hiérarchiser les racismes en disant ça. On peut faire ça aussi, mais l'antisémitisme est un problème en tant que tel qui mérite une mobilisation qui soit spécifique. En tant que tel, parce qu'elle a des singularités, c'est ça que vous voulez dire. Parce qu'elle a des singularités. L'antisémitisme est singulier, comme l'islamophobie. Comme l'islamophobie, d'ailleurs, est singulier. Et est un phénomène singulier, c'est ça que je dis. Et il y a aussi des ponts entre les deux. Il est évident que la manière dont on parle des musulmans aujourd'hui fait écho à la manière dont on a parlé des Juifs dans les années 30. C'est une évidence. Il y a des ponts, évidemment. Mais voilà, je dis aussi, pour contrecarrer ce que vous dites, regardons aussi
les fautes et les problèmes de la gauche par rapport à la question de l'antisémitisme. Avant de poser ma question, forcément, Julien, tu dois pouvoir répondre et clarifier ton propos qui bien sûr. Qui pourrait être mal compris. Quand on vous écoute, on a l'impression que l'antisémitisme, il existe en soi, en dehors de tout contexte. Ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la manifestation qui a eu lieu récemment, le 12 novembre, elle n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ces problèmes, cette crise, cette attaque du Hamas. Mais les contextes sont un prétexte. Les contextes sont un prétexte pour l'antisémitisme. Un antisémite va utiliser un prétexte pour être antisémite, mais il est antisémite. L'antisémitisme a préexisté cette crise et existera après. Il y a des ressorts. C'est un prétexte. Mais il y a toujours des ressorts particuliers. Il y a eu des ressorts de gauche, vous l'avez très bien dit, même si je ne suis pas d'accord avec vous pour dire qu'il y a aujourd'hui une tradition antisémite, ni d'accord avec vous, et je vais m'en expliquer, pour dire qu'aujourd'hui il y a un problème d'antisémitisme à gauche. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. L'antisémitisme a des causes, certaines consistances qui peuvent varier selon les groupes qui le développent. Et ça n'est pas du tout le même à droite et à gauche. Vous avez mentionné le fait que Jaurès, par exemple, dans sa jeunesse, a pu manifester de l'hostilité pour les Juifs. Vous avez manifesté le fait que Proudhon était effectivement antisémite. Effectivement, il y a ces éléments d'antisémitisme dans l'histoire de la gauche, mais ils n'ont absolument rien à voir avec l'antisémitisme de droite. Sûr, et ils n'ont pas la même présence du tout. Pourquoi est-ce que Proudhon est antisémite et en quel sens il l'est? Il considère qu'il y a une nature des Juifs qui les porte au capitalisme, en gros, à la thésaurisation, à l'accumulation des moyens de production. Or, lui, c'est un anarchiste et son point de vue est que justement les moyens de production doivent être possédés collectivement. Donc, mais ça ne rend pas son propos moins grave. Ça ne remplace son propos moins grave, mais c'est autre chose. Il n'y a pas d'antisémitisme en soi. Ça n'est pas du tout la même chose que de considérer que les Juifs sont nuisibles parce qu'ils sont une race qui nécessairement est étrangère en Europe parmi les nations où l'histoire a porté les Juifs, ce qui explique d'ailleurs que le racisme antisémite soit parfaitement compatible avec le sionisme, puisque l'idée que ces gens-là n'ont pas à être ici, que ça n'est pas la nation française, que ce n'est pas la nation allemande, que ce n'est pas la nation polonaise ou ukrainienne, et qu'en réalité, ils font tâche. On ne peut pas leur faire confiance. Ils sont nécessairement coupables. Maurras dit que Dreyfus soit coupable, je le déduis de sa race. Il ne peut pas ne pas avoir trahi la France parce qu'il ne peut pas être profondément français. Ça, c'est la nature de l'antisémitisme de droite, qui n'est pas du tout incompatible, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'existence de l'État d'Israël. Je vous rappelle que quelqu'un comme Renaud Camus est un fervent partisan d'Israël, naturellement, et pas seulement par islamophobie. Il y a aussi cette idée, que je crois qu'il a exprimée très clairement, que c'est un exemple de remigration réussie, puisque le fantasme de l'extrême droite qui a peur du grand remplacement, c'est la remigration. Et il le dit comme ça, c'est absolument immonde, mais c'est la quintessence de l'antisémitisme de droite. Ça n'a rien à voir avec les expressions qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de la gauche, qui étaient liées à la lutte des classes. En gros, Jaurès. Il y a aussi des gens de gauche qui ont rejoint la collaboration, ce sont des parcours qui sont complètement marginaux et qui n'ont rien à voir. L'essentialisation est toujours un drame et ça existe aussi à gauche. C'est vous qui faites de l'antisémitisme une chose unique, de même que l'on a tendance d'ailleurs à faire de la Shoah elle-même quelque chose d'inexplicable, le mal absolu. Dont on ne pourrait pas comprendre comment il est survenu, qui serait arrivé finalement comme ça en discordance avec l'histoire européenne. Alors qu'en fait, si on regarde de très près, on voit bien que l'Occident dans son ensemble, son rapport à la matière humaine, son rapport à la race, à la nation, prépare, et pas seulement du côté des régimes autoritaires, finalement quelque chose comme la Shoah. Yoann Chapoutot a même montré les racines libérales des démocraties occidentales dans l'antisémitisme, le nazisme. Pas le mal en soi qui surviendrait comme ça, de manière comme un inconstant, comme un invariant. Il y a toujours des situations. Il y a toujours des situations. Et donc, pour en revenir à ce dont on parlait, le fait qu'il y aurait aujourd'hui un antisémitisme de gauche qui serait la même chose que l'antisémitisme de droite et qui serait même en fond un antisémitisme, je pense que c'est absolument contestable et que ça n'est absolument pas démontré. On répète comme ça tout le temps, LFI, est-ce qu'il ne serait pas un peu antisémite quand même, L'article de Mediapart que je trouve tout à fait déplorable, qui joue encore avec ça en disant mais est-ce qu'il n'y aurait pas derrière quelques stéréotypes de la part de Mélenchon et de LFI, c'est un petit jeu qui est tout à fait dangereux. C'est un petit jeu très ancien qui met les Juifs en danger. Encore une fois, beaucoup d'ailleurs de Juifs le rappellent. Des Juifs qui refusent en particulier d'être assignés à Israël et à sa politique, qui refusent l'idée même de l'État d'Israël selon laquelle tout Juif serait
aurait vocation à être un citoyen d'Israël et à être défendu donc par Israël, mais aussi finalement à porter une responsabilité sur les actions de l'État d'Israël, c'est quelque chose de tout à fait mortifère contre quoi il faut combattre. Et c'est le rôle de la gauche de le faire. Je ne vois pas en quoi la gauche de gauche, celle qui n'a pas voulu aller à cette manifestation, serait suspecte d'antisémitisme en quoi que ce soit. On peut plutôt dire qu'il y a des personnes de gauche qui sont antisémites, mais dire que c'est la gauche, enfin une certaine gauche qui est antisémite, c'est quand même peut-être assez disproportionné comme... Moi, je dis pas que la... D'ailleurs, moi, je ne dis même pas que la gauche est antisémite. L'antisémitisme est partout. L'antisémitisme est partout. Donc, par définition, l'antisémitisme est à gauche, au centre, à droite, partout. Et évidemment, à l'extrême droite, n'en parlons pas. L'antisémitisme n'est pas l'ADN de la France insoumise. Mais bien sûr que non. Et ça, il faut faire très attention à ce genre de généralisation. Il est dans l'ADN de l'extrême droite, en revanche, puisque la nature même de l'extrême droite, évidemment. pas seulement de départ. L'extrême droite, c'est la pureté de la nation, l'unité de la nation. L'organicisme le fondement de l'antisémitisme, c'est l'idée que les Juifs absolument. sont forcément un ennemi intérieur, voilà, ou qu'ils ont des solidarités communautaires qui fait qu'ils jouent leur jeu contre les autres. Donc on est d'accord là-dessus. La gauche n'est pas antisémite. Il y a un problème d'antisémitisme à gauche, c'est pas la même chose de dire ça, c'est-à-dire que la gauche a du mal à nommer l'antisémitisme. Je ne vais pas refaire ce que j'ai dit jusqu'à présent. En revanche, oui, il y a des antisémites à gauche, évidemment. Et puis d'autre part, je pense qu'à LFI, moi je ne suis pas de ceux du tout qui disent que Jean-Luc Mélenchon est antisémite ou que tel autre est antisémite ou quoi que ce soit, moi je ne dis pas du tout ça. Mais il y a eu des propos de Jean-Luc Mélenchon par le passé qui sont extrêmement problématiques et qui posent problème. Je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'Éric Zemmour a les idées qu'il a par rapport à sa judéité, c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Je crois qu'il s'en est excusé après. Il a clarifié son propos là-dessus. Ça, c'est pas possible. Et ça veut dire aussi. Mais c'était pas de l'antisémitisme, c'était une espèce de maladresse. Il essayait d'expliquer le traditionnalisme et le passéisme de Zemmour par le fait qu'il y a un traditionalisme juif. Alors qu'en fait, évidemment, je ne vois pas pourquoi il dit ça, puisque tout traditionnalisme, quel qu'il soit, toute tradition, a tendance à figer le passé et a tendance à refuser le pluralisme et la diversité. Donc, effectivement, mais je vois pas en quoi c'était antisémite, c'était juste pour moi une bêtise. En tout cas, mais c'était pas antisémite. En tout cas, ça pose, c'est extrêmement problématique. Par ailleurs, le personnage de Zemmour est lui-même extrêmement problématique. D'autres propos de Jean-Luc Mélenchon, notamment quand il parle du CRIF de manière très, très ambiguë, etc. Après, encore une fois, il a clarifié après, mais c'est encore une fois. Quand on parle de ces choses-là, il faut faire très attention. C'est comme quand on parle des musulmans, il faut faire très attention. On ne fait pas attention, non. Exactement, on ne fait pas attention. Quand, on voit la manière dont le discours anti-musulman est tenu de manière totalement... voilà, mais on voit bien que quand on parle des communautés, et notamment des communautés qui sont discriminées, etc., il faut faire très attention dans les mots qu'on utilise. Surtout quand on parle du CRIF, je rappelle quand même que dans tous les milieux conspirationnistes d'extrême droite, quoi que ce soit, le CRIF, c'est vu comme l'espèce d'organe qui domine la France, ou je ne sais pas quoi. Quand je vois, par exemple, le tweet de Bruno Gassio, en réaction à la position du CRIF, qu'on peut critiquer politiquement. Mais Bruno Gassio fait un tweet en mode Manu, tes patrons te réclament ou je ne sais pas quoi. Pour moi, ça, c'est un tweet qui a des relents antisémites, ou en tout cas qui fait... Vous parlez d'Emmanuel Valls ? Non, il parlait du CRIF. Le CRIF avait fait un tweet, je ne sais plus sur quel sujet, et voilà, qui critiquait la position d'Emmanuel Macron d'Emmanuel Macron. Et Bruno Gassio dit Manu, tes patrons te réclament quelque chose comme ça. Ce qui est un tweet qui a des relents qui sont profondément antisémites. Et c'est un tweet qu'on lit chez Alain Soral, c'est un tweet qu'on lit chez tous les conspirationnistes antisémites, quoi que ce soit, Bruno Gassio et de gauche. Donc ce que je dis, c'est que d'une part, il faut faire très attention avec les mots qu'on utilise quand on parle des Juifs, de la même manière qu'il faut faire très attention et qu'on ne le fait pas, comme vous le dites très bien Nadia, les mots qu'on utilise quand on parle des musulmans, quand on parle des communautés. Mais d'autre part, on voit bien qu'il y a un malaise. On voit bien qu'il y a un énorme malaise. Et encore une fois, dire qu'il y a de l'antisémitisme en France, ça n'est pas soutenir la politique de Netanyahou. Et il faut décorréler les deux absolument. Mais le problème, c'est que le CRIF fait l'inverse. Le CRIF prend des positions politiques très dures, très marquées. Et on peut les critiquer politiquement. De droite très dures. Le CRIF se permet d'accuser LFI d'antisémitisme ouvertement. Le CRIF, par ailleurs, colle à la politique de l'État d'Israël, la défend en toutes circonstances, y compris quand elle est indéfendable. Quand il est intervenu à propos d'Emmanuel Macron, c'était parce qu'Emmanuel Macron commençait à prendre une petite distance
à l'égard du récit israélien de la situation. Il n'allait pas quand même jusqu'à rappeler qu'il y a plus de 10 000 morts, dont plus de 5 000 enfants qui ont été tués civils sciemment par les bombardements israéliens. Mais enfin, il prenait une petite distance et le CRIF est arrivé à toute berzingue pour dire, pour attaquer Macron avec toujours en filigrane. Attention, est-ce que vous ne seriez pas antisémite? Donc, le CRIF joue avec ça. Le CRIF joue avec ça. Est-ce que l'on a le droit d'être en désaccord radical avec le comportement du CRIF sans être passif de l'accusation d'antisémitisme? On n'a pas le droit d'écrire tes patrons, Manu, etc., qui font référence à un imaginaire antisémite. Est humoriste, quand même, parce qu'on dit souvent qu'on doit pouvoir rire de tout. D'accord, mais c'est quand même... Utiliser le registre de l'ironie, etc. Encore une fois, c'est un discours qui fait appel à un imaginaire qui est profondément antisémite. Et c'est ça que je dis, à gauche, il y a, chez certains, encore une fois, chez certains et une minorité, un déni par rapport à ça. Il faut pouvoir le regarder en face, tout en ayant la liberté de critiquer les institutions que vous voulez, et puis évidemment de critiquer la politique criminelle de l'État d'Israël et de Benjamin Netanyahu. Le problème, Mathieu, c'est qu'il y a une instrumentalisation qui est faite sciemment, y compris par l'État d'Israël, de la culpabilité européenne, justifiée, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard des Juifs. Le représentant de l'État d'Israël qui va à l'ONU pour justifier les bombardements de Gaza et qui arbore une étoile jaune, qu'est-ce que c'est d'autre que l'instrumentalisation de la souffrance des victimes de l'antisémitisme européen pour que les Européens se taisent et laissent faire des actes qui n'ont strictement rien à voir avec la défense des Juifs et qui consiste à s'approprier un territoire dans une logique coloniale et néocoloniale en allant jusqu'au nettoyage ethnique. Cette instrumentalisation-là, c'est ça qui suscite l'antisémitisme. C'est ça qui met les Juifs en danger aujourd'hui. Ah non, non. Mais bien sûr, ah non. On ne peut pas dire c'est une carte qui est jouée sciemment par Israël et de manière... Moi, je trouve ça grave de dire ça. Il y a une ministre de l'Éducation d'Israël qui l'a reconnu il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas les Juifs qui sont responsables de l'antisémitisme. C'est une horreur de dire ça. Ce ne sont pas les Juifs, même les Juifs qui sont du camp politique le plus opposé au nôtre, même les Juifs qui sont dans le camp politique le plus opposé au nôtre, ne sont pas responsables. L'antisémitisme est un fait de société qui n'est pas lié au Proche-Orient, qui n'est pas lié à telle ou telle manipulation de personnes juives. L'antisémitisme existe en soi. Et l'antisémitisme aujourd'hui existe. Et il y a des contextes sociopolitiques, etc., qui le favorisent, mais qui sont des contextes. Mais l'antisémitisme en soi existe. Et c'est très important de le dire. Et ce ne sont pas les Juifs qui sont eux-mêmes qui sont responsables de l'antisémitisme. Ce qui existe en soi, c'est le racisme. Par contre, il y a de l'instrumentalisation, notamment par certaines personnes très à droite, à l'extrême droite, évidemment. C'est une évidence. Pas seulement par certaines personnes. C'est une évidence. Déjà par l'État d'Israël. Le fait que certaines personnes considèrent comme antisémites toute personne qui prend la défense de la cause palestinienne, qui estime que la politique israélienne est absolument désastreuse, ça c'est absolument scandaleux. Mais en revanche, ce ne sont pas les Juifs, ce n'est pas Israël qui est responsable de l'antisémitisme. Ça, je trouve que c'est très grave de dire ça. L'État d'Israël joue avec ça un jeu extrêmement dangereux. Là-dessus, beaucoup de Juifs le disent eux-mêmes. Enfin, je veux dire, ils sont très nombreux à considérer qu'Israël les met en danger et les implique dans quelque chose dont ils ne veulent pas. On continue, messieurs. Donc, on l'a dit, l'absence de la France insoumise à la marche fait encore l'objet de critiques, notamment de la part de militants antiracistes de confession juive comme Jonas Pardo du collectif Golem, qui a déclaré sur le plateau de C'est ce soir: la gauche est la honte absolue. La France insoumise, qui n'a pas manifesté avec les Juifs, nous a laissés seuls avec les antisémites. Depuis quand les gauches laissent l'extrême droite défiler pour quoi que ce soit? Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France insoumise, a répondu à ces critiques qui ne viennent pas seulement du collectif Golem, lors d'une conférence de presse, lors de la conférence de presse hebdomadaire à l'Assemblée nationale. La semaine dernière a été aussi le temps de marche, celle pour la paix que nous organisons maintenant depuis plusieurs semaines avec plusieurs organisations du pays, et celle de la marche qui a eu lieu dimanche. Alors sur cette marche-là qui a été appelée, je le rappelle, par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, on aurait pu avoir ce qui a déjà existé dans l'histoire française, c'est-à-dire avoir une immense marche pour l'unité du peuple qui refuse à la fois l'antisémitisme mais tous les actes de racisme, en disant: nous refusons que le peuple se divise sur des appartenances religieuses, des couleurs de peau, de genre ou d'orientation sexuelle. Malheureusement, cette marche n'a servi qu'à blanchir l'extrême droite dans ce pays. Alors, on n'arrive plus à comprendre ce que la gauche aurait dû faire pour ne pas trahir ses idéaux. Une suggestion, est-ce qu'il n'était pas préférable au regard du contexte, parce que, pardonnez-moi Mathieu, mais c'est très difficile de décorréler cette lutte à ce contexte, à l'attaque du 7 octobre et tout ce qui s'est passé après, est-ce qu'il n'était pas préférable d'organiser
une manifestation contre l'antisémitisme et pour la paix, puisqu'on ne peut pas sincèrement lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme et de discrimination si on n'a pas un minimum de considération pour les vies humaines. Alors je commence. Non, moi je comprends ce que vous dites, Nadia, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Si on commence à considérer qu'il faut une marche contre l'antisémitisme qui soit associée à d'autres causes et pour la paix, ça veut dire qu'on considère qu'on ne peut pas manifester contre l'antisémitisme en tant que tel et on fait une corrélation avec d'autres causes, d'autres sujets qui finalement seraient nécessaires pour rendre la cause de l'antisémitisme acceptable. Je dis évidemment pas, je sais évidemment que ce n'est pas ce que vous dites, Nadia, mais je dis que ça renvoie un peu à cette idée. Moi, je crois que deux choses, vraiment très très rapidement. Je comprends, moi je l'ai dit et je le redis, je comprends les personnes à gauche qui ne voulaient pas manifester parce qu'il y avait l'extrême droite. Je le comprends. Je comprends que ce soit intolérable, insupportable, surtout sur un sujet comme l'antisémitisme. Et puis de voir le Rassemblement national faire cette opération de blanchiment sur le dos de la communauté juive, c'est insupportable. Et je pense même qu'il y a un certain nombre, peut-être une minorité, mais de Français juifs pour lesquels c'était insupportable et qui ne sont pas allés à cette marche. Donc je le comprends. Ce qui est regrettable, en revanche, c'est qu'en effet, la gauche, et notamment Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement, mais LFI, a parfois eu des mots extrêmement durs contre cette marche, considérant que c'était une marche qui finalement revenait à soutenir le massacre de Gaza, ce qui moi je trouve totalement excessif. Le pareil, j'ai critiqué, je le refais, le sous-prétexte de l'antisémitisme qui était totalement excessif de Jean-Luc Mélenchon et je trouve difficilement défendable. Donc je trouve que LFI n'a pas eu les bons mots par rapport à cette marche. Cette marche était critiquable. Encore une fois, elle n'a pas réussi ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire un moment d'unité nationale républicaine excluant de facto l'extrême droite qui n'est pas républicaine. Et je suis d'accord, déjà, ça aurait fait mal de manifester avec une partie de la droite républicaine qui n'est plus républicaine. On est d'accord là-dessus. On est d'accord aussi que le projet de loi immigration de la majorité est une horreur et que ça ne fait pas plaisir de manifester aux côtés de gens qui mènent une loi qui, de facto, est une loi qui est anti-immigrée, qui déshumanise, qui est anti-immigrée. Voilà. Et je suis d'accord avec ça. Mais on a parfois besoin d'unité nationale. Et je pense que je comprends aussi ceux qui disent qu'il y a eu, en fait, il y a une occasion manquée de partout dans cette histoire. La France insoumise a quand même organisé le matin même une contre-manifestation contre l'antisémitisme et l'extrême droite. Au Veldiv. Voilà. C'est-à-dire là, en désignant quelque chose de spécifiquement français, l'histoire antisémite de la France, des élites française, de la bourgeoisie française en particulier, qui a abouti notamment au rafles du Veldiv, qui ont été opérés qui ont été faites par des Français, il faut le rappeler, et pas par l'occupant allemand lui-même. Pour le reste, voilà, les attendus que vous donnez, Mathieu, me semblent justifier au fond la position des LFI. Et j'allais dire ce que j'allais souligner, qu'il y a eu une manifestation qui a été organisée par LFI spécifiquement contre l'antisémitisme et qui nous a évité de défiler, nous qui sommes de ce côté-là, aux côtés de partis qui sont antisémites et dont tout le monde sait qu'ils le sont, ce qui implique qu'il y avait un autre sens à cette marche. Alors, oui, d'accord. Donc, après avoir longtemps hésité, Emmanuel Macron n'a finalement pas été présent, on l'a dit tout à l'heure. Il a dit qu'il le serait, en tout cas, alors pas présent physiquement, mais il le serait par le cœur et la pensée. Donc, à cette marche, à propos de laquelle il a dénoncé beaucoup de confusion, de récupération politique. Donc, d'une certaine manière, le chef de l'État soutient quelque part la position de la France insoumise, mais n'a pas été autant épinglé. Comment vous l'expliquez ? Emmanuel Macron, c'était pas pour les mêmes raisons que la France insoumise. Il dénonce une confusion, la récupération politique. Mais Emmanuel Macron, d'ailleurs, moi je regrette qu'il n'ait pas dit très clairement que l'extrême droite n'avait pas sa place dans cette manifestation. Mais il le dira jamais. Édouard Philippe, qui a été Premier ministre, a dit le contraire. Non, mais tout à fait. Mais on peut le regretter quand même. Ah oui. C'est ça que je veux dire. Moi, je n'ai pas compris, encore une fois, les raisons données par Emmanuel Macron. Je pense qu'au fond, c'était... il aurait dû être là. En fait... Voilà, je vais dire juste une chose, c'est peut-être que, du coup, il faut aussi voir cette manifestation, il ne faut pas aussi la voir que via des ornières purement politiques et rationnelles. Il faut se mettre à la place de la communauté juive en France.
Je dis, mettons-nous à la place de la communauté juive en France, quelles que soient ses opinions politiques. Évidemment, il y a une droitisation de la société française, donc il y a une droitisation de la communauté juive, mais comme de la société française de manière générale, évidemment, la manière dont le Rassemblement national a pu être accepté à cette marche, c'est évidemment le signal qu'il y a quelque chose qui se passe de très grave dans le pays, une extrême droitisation en quelque sorte, et que ça, voilà, ça évidemment, c'est problématique. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que pour beaucoup de gens dans la communauté juive, cette marche a été, je ne sais pas si c'est un soulagement, mais a fait du bien. Cette marche a fait du bien à la communauté juive parce qu'il y a eu une marche, pour la première fois depuis 1990, une grande marche nationale contre l'antisémitisme. 180 000 personnes dans toute la France, 105 000 à Paris. Ce qui est pas monumental, mais c'est quand même pas grand-chose pour une chose pareille. Mais je pense que quand on voit ce qui s'est passé depuis un mois, c'est-à-dire plus de 1000 actes antisémites, quand on voit le climat vis-à-vis des Juifs de France aujourd'hui, on peut aussi penser que, au fond, ça a été quand même un moment qui a fait du bien, voilà, à la communauté juive. Et je dis ça, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir la gravité de certaines choses, ce qu'on a dit sur l'extrême droite, sur l'instrumentalisation politique, sur l'union nationale manquée, sur tout un tas de choses. Voilà. Mais il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Alors lui, Jean-Luc Mélenchon, on parle de lui forcément parce que c'est devenu l'ennemi un peu à abattre aujourd'hui dans la sphère politique, estime pour sa part que la marche contre l'antisémitisme a été un échec. Voici ce qu'il a déclaré sur Twitter. Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unies, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. Est-ce que cette marche a été un échec ? Est-ce que tu partages son avis, son analyse, Julien ? Alors là-dessus, pour reprendre ce que vous disiez, Mathieu, c'est-à-dire qu'on peut voir cette marche comme une proclamation pour la défense des Juifs en France et que ça aurait pu, que ça pouvait en quelque sorte être un signe auprès de la communauté juive. Malheureusement, je trouve que précisément, ça n'a pas été à la hauteur. Et là-dessus, je trouve que Mélenchon a vu juste. C'est-à-dire qu'une cause pareille, c'est pas justement 120 000 personnes ou 150 000 en France que ça aurait dû réunir. Maintenant, sur Emmanuel Macron, puisqu'on est passé assez vite finalement sur sa déclaration. Parce que malheureusement, il ne reste que 10 minutes. Oui, c'est effectivement assez intriguant. Il a été assez confus là-dessus. Il a considéré que c'était pas son rôle d'être là, qu'il resterait mieux sous pair partes, en père de la nation, en arbitre général, s'il ne venait pas. Sans doute parce qu'effectivement, ça aurait été trop ouvertement... finalement cautionner, apporter la caution institutionnelle, porter institutionnellement une manifestation où il y avait le RN, même si par ailleurs, on sait très bien qu'il s'est toujours refusé à froisser finalement l'extrême droite. Emmanuel Macron, on l'a bien vu, il a même donné des marques très fortes d'égard à l'égard de l'extrême droite. Son coup de fil à Zemmour, par exemple, quand Zemmour a été agressé dans la rue, l'absence de toute réaction quand ce rugbyman argentin a été assassiné par les militants d'extrême droite pour avoir défendu un homme de couleur. On attend toujours une déclaration de l'Élysée à cet égard. Bon, il fait bien soin de ne pas froisser cette communauté-là. Bon, je pense que c'est son jeu de triangulation, du en même temps. Moi, ce qui m'a frappé, en lisant attentivement son communiqué, quand même, c'est qu'il y a une référence à ce qui se passe en Israël, dans son communiqué. Il y a une affirmation, une profession d'universalisme, et il arrive, en le disant même, à faire le contraire de ce qu'il est en train de dire, puisqu'il termine en disant « Une vie vaut une vie, nous sommes universalistes », et à aucun moment dans ce communiqué, il n'est question des Palestiniens. À aucun moment, il n'est question de ces vies, de ces 10 000, 11 000 vies palestiniennes, pour la plupart totalement innocentes, qui ont été sciemment sacrifiées et qui continuent à l'être par les bombardements de l'État d'Israël en réponse à l'attaque du Hamas. C'est-à-dire que le texte lui-même, en omettant ces vies, fait le contraire en étant proféré par le président de ce qu'il prétend, de ce qu'il dit, c'est-à-dire une vie vaut une vie. En lisant ce texte, à la fin, une vie ne vaut pas une vie. Non, il y en a qui ont été complètement oubliés. Voilà, donc je trouve que de ce point de vue-là, le président a été fidèle finalement à ses techniques très perverses de en même temps et d'ambivalence permanente.
En tout cas, contrairement à ce que certains médias ont bien voulu raconter, et contrairement à ce que vous dites aussi quelque part un peu Mathieu, la marche contre l'antisémitisme s'est pas déroulée non plus dans le recueillement, la paix et l'unité. Le patron de la France Insoumise, Manuel Bompard, a assuré qu'on y a insulté les musulmans de ce pays, que cette marche a déchaîné des expressions de la haine contre les musulmans. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour mettre fin aux échauffourées entre activistes antiracistes et militants extrémistes de la Ligue de la défense juive venus pour en découdre. Donc on vient d'entendre des membres de la Ligue de la défense juive proférer des menaces de mort à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon et insulter les militants du collectif juif de gauche Golem de collabos sous les yeux d'une police inerte. Une vingtaine des membres de la LDJ a lynché un manifestant qui a crié à la volée « Dégage Marine Le Pen, vous êtes des bandes de fachos ». Des journalistes ont également été la cible de violences. 2 journalistes de France Inter ont été victimes d'insultes et d'invectives lors de la manifestation parisienne qu'ils couvraient. Est-ce que cette marche contre l'antisémitisme n'a pas finalement été une marche de la discorde ? Alors, ce qui est décrit là dans ces images et ces actions, ces mots qui ont été prononcés, ces insultes, ces menaces de mort, ces violences, etc., sont intolérables, c'est inadmissible, mais c'est resté globalement assez isolé. Il faut le dire, parce que ne faisons pas l'erreur inverse. Vous savez, quand il y a des manifestations de gauche progressistes, on va prendre des cas isolés. Et vous savez, c'est la grande stratégie du pouvoir de faire ça. Donc, ne faisons pas l'erreur inverse, c'est-à-dire de prendre des cas qui sont gravissime et dire c'est toute la manifestation. Non. Et je pense que Manuel Bompard fait une erreur de dire qu'il y a eu constamment dans cette manifestation des propos anti-musulmans. Je pense que c'est pas vrai. De l'avis de la plupart des gens constamment, mais il y a eu. Voilà, il y en a eu et il faut le condamner et c'est inadmissible et ça nous dit quelque chose évidemment. Et j'y viens juste là. Mais globalement, encore une fois, je pense que cette marche s'est plutôt bien passée et c'est important de le dire, même si évidemment on est d'accord sur l'absence de concorde et puis tous les aspects problématiques de cette marche. Ce que je voudrais dire juste très rapidement. Oui. Moi, il y a 2 choses qui me choquent et ça, je pense que là-dessus on sera d'accord. La première, c'est la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon. Qui, pour moi, a tenu des propos, encore une fois, problématiques. Je pense que depuis le 7 octobre, il y a une stratégie de LFI que moi, je ne comprends pas, notamment sur la masse et tout, je vais pas revenir là-dessus. Mais faire de Jean-Luc Mélenchon le nouveau diable et en parallèle respectabiliser le Rassemblement national, c'est un jeu qui est non seulement totalement absurde, mais qui est extrêmement dangereux, parce qu'on voit très bien ce qui se passe. Le front républicain est en train de se faire contre Jean-Luc Mélenchon, qui, quoi qu'on en pense, et moi, j'ai beaucoup de critiques à lui adresser. Ça reste un républicain, ça reste un homme qui a un militant antiraciste, un défenseur des droits humains, quoi qu'on en pense, et malgré certaines positions qui sont les siennes et qui sont tout à fait critiquables. Alors, il y avait au départ une équivalence Mélenchon-Le Pen, qui était faite par certains, notamment de Renaissance, et puis à droite aussi, dire finalement c'est les mêmes, c'est des extrêmes, c'est les 2 extrêmes, voilà, qui étaient déjà une honte et qui participaient à la normalisation du Rassemblement national. De facto, évidemment, quand on compare un homme de gauche avec Marine Le Pen, ça a cet effet-là. Mais maintenant, on en arrive à un stade au-dessus, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon est plus dangereux que Marine Le Pen. Et alors là, on change de nature parce que tout d'un coup, on fait du Rassemblement national de facto un parti totalement républicain et donc du principal mouvement de gauche aujourd'hui, quoi qu'on en pense, voilà, en tout cas dans le dispositif de la présidentielle, un parti non républicain extrêmement dangereux, le nouveau Rassemblement national en quelque sorte, alors que c'est un parti de gauche. Donc là, il y a une inversion des valeurs qui montre la manière dont l'époque est en train de devenir folle, de se radicaliser et que ça montre aussi l'extrême droitisation des esprits dans notre époque. Et la dernière chose que je voulais dire en un mot, c'est que corrélé à ça, il y a le déchaînement du discours anti-musulman. La manière dont un certain nombre de personnes dans les plateaux de télévision se mettent à dire que l'antisémitisme est la faute des musulmans. Les masses arabes. Voilà, les masses arabes, et que l'islam importe l'antisémitisme en France, alors que, comme vous l'avez très bien dit, l'antisémitisme est une production française, européenne, c'est quelque chose qui vient de très loin. Et ce discours-là, je pense qu'on franchit une étape aussi là-dessus, que ça n'a jamais été aussi autant décomplexé, et qu'on atteint un niveau où on entend des horreurs absolues, et qui deviennent normales,
qui deviennent banalisés, et finalement, on est en droit de discuter, est-ce que finalement les musulmans sont antisémites ou non, par nature, qu'ils le seraient de facto, etc. Ce qui est un discours qui devrait être interdit. Enfin, je veux dire, c'est un discours qui, normalement, entre dans le champ de la loi, légalement, voilà. Donc ça, c'est mon autre inquiétude, qui marque aussi le petit changement là, qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Ouais, hélas, on ne pourra pas passer le dernier magnéto, mais ça va dans le sens de ce Désolé, que vous... Non, il n'y a pas de souci. C'est ensemble, on a prolongé la discussion. Vous l'avez dit, le RN devient vraiment le parti infréquentable, mais on a l'impression que c'est même le cas à gauche. Vous avez certainement vu passer cet échange entre Anne Hidalgo, donc la maire de Paris, qui a toujours exprimé son hostilité à la NUPES, rien de surprenant, qui n'a pas eu des propos très amicaux à l'endroit d'un élu de la France Insoumise, Laurent Sorel, qui pourtant a fait le même constat que nous, dénoncer les attaques du 7 octobre, dénoncer les massacres et dénoncer la montée de l'antisémitisme. Julien Terry. Anne Hidalgo se distingue en particulier depuis la présidentielle par sa virulence extrême contre Jean-Luc Mélenchon, qui est typique de certains milieux du PS, typique aussi des gens qui sont allés rejoindre le printemps républicain. Pendant la campagne, elle expliquait que c'était l'ami de tous les dictateurs. Et il y a derrière l'idée qu'effectivement, c'est quelqu'un qui, au fond, est plus dangereux que Le Pen et que le RN. Et le processus que vous décriviez à l'instant, Mathieu, effectivement, on le voit se mettre en œuvre, mais en fait, depuis longtemps. Effectivement, cette manifestation est sans doute un aboutissement. Et il y a ce paradoxe que, d'un côté, effectivement, on dit les extrêmes se rejoignent et LFI est infréquentable comme le RN, mais s'ajoute aussi le fait qu'en fait, finalement, plutôt le RN que LFI. Et cette manifestation était une extraordinaire démonstration. Ça fait quand même maintenant un certain temps que quelqu'un comme Raphaël Enthoven a expliqué que finalement, quand même, s'il fallait choisir, il choisirait Le Pen malgré tout. Le président du printemps républicain, Amin Al-Khatmi, qui vient du PS, là encore, a fait son coming out plus ou moins clairement du côté du RN et même de Zemmour récemment. Toute cette lepénisation finalement d'une bonne partie de la gauche de gouvernement, elle aboutit aujourd'hui à cette situation-là, effectivement, à cette espèce d'injonction. C'est un peu comme le chaudron de Freud. Vous ne m'avez pas prêté ce chaudron, d'ailleurs il était déjà percé quand vous me l'avez prêté, et puis en fait je vous l'ai déjà rendu. Eh bien voilà, le LFI, la gauche, c'est pire que le RN. D'ailleurs, le RN finalement, c'est pas si mal et on peut gouverner avec. Plutôt Hitler que le Front populaire, à la fin, c'est ça. Mais LFI doit se poser la question de comment aussi elle facilite un peu ça en faisant des erreurs, en ayant parfois des propos qui sont un peu outranciers et qui donc aussi donnent le flanc à cette critique qui est pour moi totalement justifiée. Ce qu'on reproche au fond à la France Insoumise, c'est aussi son soutien au peuple palestinien et la dénonciation d'un climat islamophobe. Et puis sa lutte contre la néolibéralisation de la société française, c'est quand même fondamental. Pourquoi est-ce qu'Édouard Philippe, qui va peut-être être le prochain président, ou qui jouera assurément un rôle très important dans les prochains gouvernements de droite, va dire « je ne suis pas de ceux qui déplorent que le Front National soit là », c'est parce qu'il a ça en tête, il sait très bien, il est dans cette stratégie. Il nous demandera de faire barrage. Mais bien sûr, tout à fait, c'est exactement le paradoxe que je disais tout à l'heure. Le RN, c'est horrible, mais faites barrage quand même contre lui, pour moi, c'est-à-dire en réalité contre la gauche, et puis de toute façon, ça ne m'empêchera pas de gouverner comme le RN l'aimerait bien, voire avec lui. Ouais. Écoutez, merci messieurs, on va devoir finir cette émission. Mes petits castors, navrés. Ouais, on va encore se retrouver certainement en 2027 à faire barrage. C'est vraiment malheureux. Merci encore vraiment messieurs pour ce débat passionnant.